Bonjour. Alors voilà, c'est mal cadré, mais je vous propose des éléments de cadrage et de décadrage. Je pense que ça devrait aller un peu mieux sur la suite. Donc je suis sociologue à l'Université Grenoble-Alpes. Effectivement, je travaille depuis un bon moment sur le numérique en bibliothèque. Je crois que les premiers travaux, c'était 2001, sur l'informatisation de la BNF. Ça me rajeunit pas. Mais je vais vous parler surtout des travaux de certains de mes collègues sur la jeunesse et le numérique et la lecture. Euh, En fait, quand on parle de la jeunesse, il faut se poser deux questions. Deux questions sociologiques. D'abord, qu'est-ce qu'un jeune ? Et vous avez beaucoup parlé des jeunes. Et en fait, spoiler alerte, on ne sait pas ce que c'est qu'un jeune en sociologie. Et on verra qu'il y a plein de jeunes différents. Mais c'est une construction qui est socialement produite. Donc ça veut dire que les jeunes ne sont pas les mêmes selon la classe sociale, selon l'origine sociale. Voilà, on n'est pas jeune de la même façon. Et parfois, ça s'arrête plus tôt, le fait d'être jeune, qu'à d'autres moments. Je ne vous raconte pas ma vie, mais j'ai passé un été dans le Limousin où un jeune, très jeune, se faisait vraiment disputer très très fort par son père agriculteur parce que visiblement, il n'était pas assez adulte et assez mature pour commencer les travaux de la ferme à 6 heures du matin. Voilà, la jeunesse n'est qu'un mot, dit Pierre Bourdieu, j'y reviendrai, mais c'est des choses dont il faut discuter un petit peu. Et ensuite, est-ce qu'on peut expliquer les pratiques culturelles par l'âge ? On verra que des fois, c'est pas pertinent, mais vous en avez déjà un petit peu parlé. Mais en fait, souvent, je pense que quand vous parlez de jeunes de classe populaire, sans tout à fait le dire. Et en fait, il est plutôt question de pratiques populaires que de jeunesse, en fait. Et puis ça invite aussi, à contrario, à reposer la question de savoir si c'est bien les jeunes dont vous parlez, ou s'il n'y aurait pas un intérêt à se poser des questions sur d'autres catégories sociales que strictement les jeunes. Alors, la construction sociale de la jeunesse, c'est une vieille question pour les sociologues. Voilà, je vous ai mis Travolta parce que dans les années 70, effectivement, c'était le jeune. Alors, c'est un invariant historique et il était agité, Travolta, dans les années 70. Voilà, c'était un jeune pas très fréquentable dans certains de ses films. Donc, tout ça pour signaler qu'effectivement, le problème jeune, c'est un problème qui se pose aux bibliothécaires depuis un moment d'abord. Et je vous en donnerai quelques petits exemples, mais je me souviens d'un extrait du BBF des années 50 qui s'inquiète du développement du livre de poche, parce qu'en perdant l'image, on risquait de perdre les jeunes, en fait, parce que les jeunes, c'est bien connu, ils sont dans la culture de l'image et ils ne sont pas capables de lire. Voilà. On verrait les choses un petit peu différemment aujourd'hui. Donc cette frontière entre la jeunesse et l'âge adulte, elle n'est pas naturelle. Et pas stable. C'est pas qu'une question biologique en fait. C'est beaucoup une question de construction sociale et surtout elle fait l'objet de lutte pour définir ce qui convient de faire quand on est jeune ou pas. Et en fait, les jeunes posent problème aux autres générations. Vous trouvez ça chez Georges Duby sur voilà, la construction de la jeunesse aristocratique. Donc c'est une vieille question. Ce qu'on attendait des jeunes quand ils ne pouvaient pas hériter, ils devaient devenir chevaliers. On attendait d'eux un certain nombre de qualités qui ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Mais c'était déjà un problème, en fait, le passage à l'âge adulte. Et évidemment, Pierre Bourdieu, dans un petit texte qui s'appelle La jeunesse n'est qu'un mot, je vous laisserai le lire parce que je ne vais pas faire du sous-Bourdieu. Voilà. Et c'est un Bourdieu, je pense que c'est un Bourdieu qui se lit encore bien, celui-là. Ce n'est pas le cas de tous les Bourdieu. Alors, si vous voulez, je vais passer en revue quelques figures du jeune problématique, voilà, donc, dont le jeune avec l'écran, les jeux vidéo et tout ça. Et puis après, on reviendra sur, voilà, ok, comment est-ce qu'on peut replacer ça dans des évolutions sociales un peu plus générales. Et après, je ferai un petit focus sur la lecture et donc, par contrario, lecture versus écran, si le temps le permet. Alors, la première figure du jeune à problème, c'est que les ados, les jeunes sont mous, en fait. Ils sont réputés amorphes. Et on s'inquiète beaucoup depuis longtemps du fait que les jeunes ne seraient pas suffisamment investis dans la sphère sociale et culturelle. Ils seraient en repli avec des comportements d'évitement. Voilà, c'est la figure du jeune derrière son jeu vidéo qui est complètement addict et qui sort plus. Bon, c'est un invariant moderne, ça, de l'action culturelle. On ne s'est pas toujours plaint de la mollesse, mais là, c'est quelque chose qui vient de façon un peu plus récente, parce qu'on attend aussi beaucoup des jeunes, évidemment, et on attend beaucoup d'eux dans une économie qui est aussi une économie de service. Voilà, on s'attend à ce qu'ils soient capables de faire des choses qui ne sont pas tout à fait les mêmes qu'avant. Et c'est pas tout à fait pareil de secouer un jeune dans une bibliothèque que de secouer un jeune qu'on trouve trop mou à la ferme et qu'on va réveiller à 6 heures du matin. Mais quand même, il y a un invariant, les jeunes sont mous.
Voilà, et je vous laisse cette petite citation d'un adolescent qui avait été interviewé par l'un de vos collègues en 2017. Les ados, c'est comme des enfants en pire, les adultes détestent, ils nous trouvent mous, paresseux, impolis, insolents, idiots, bruyants, taciturnes. Voir les commentaires des responsables des secteurs musique, parce que j'ai travaillé sur la musique récemment, à propos des jeunes qui étaient soit pas assez, soit trop dans les rayons musicaux et qui posaient problème. C'est quelque chose qui est donc pas tout à fait récent et qui n'est pas tout à fait réglé dans votre profession, mais pas que chez vous, hein, c'est vrai aussi dans l'éducation. Bon. Vous avez une belle référence là-dessus de Dominique Passier, qui est une collègue sociologue qui a écrit Culture lycéenne en 2005 sur voilà, les traits particuliers des jeunes voilà, entre le collège et le lycée. L'autre versant, c'est les jeunes trop. Voilà. Là, pas mou, mais pas trop agités. On en a parlé tout à l'heure. Alors, les médias trouvent souvent que les adolescents sont un peu trop distants de la concentration. Voilà, ils sont. Alors, évidemment, quand on parle de ces jeunes, on ne parle pas de tous les jeunes. Hein. Évidemment, ce n'est pas les jeunes du 16e qu'on trouve trop agités. C'est souvent des jeunes de banlieue ou des jeunes d'origine sociale particulière quand même. Mais on ne le dit pas comme ça. C'est la question des jeunes en général. Voilà. Cette focalisation sur les comportements déviants, encore une fois, ça ne date pas d'hier, hein, et ça renforce l'idée selon laquelle l'adolescence pose problème. Et on le dit avec des formes naturelles. Voilà, une domination, elle ne s'exerce bien que si elle passe pour être naturelle. C'est la même chose que la différence entre les hommes et les femmes. On trouve que c'est naturel, et donc les jeunes, les adolescents sont définis par leurs hormones. Ils sont définis par leur corps, par des réactions qu'on va surinvestir très fortement. Comme si le fait d'avoir des hormones, d'être attiré par des questions de désir, ça ne concernait que les adolescents, évidemment. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien le marqueur du fait qu'il y a des rapports de pouvoir qui se jouent. Or, la déviance, c'est une question c'est un produit social. Je vous renvoie aux travaux d'Howard Baker sur Outsider. En fait, à force de dire aux adolescents qui se comportent comme des adolescents, et vous le faites pas, vous n'êtes pas les pires à le faire, hein, mais dans le milieu, si vous avez des milieux éducatifs, si vous avez des collégiens ou des lycéens, vous verrez qu'ils rentrent déprimés le soir parce qu'on ne cesse de leur dire que c'est des adolescents et qu'à ce titre-là, ils sont nuls. Le fait de se devoir répéter en permanence, pour s'en sortir, il faut se comporter comme on attend socialement qu'on se comporte. Donc voilà, vous êtes agité, on vous le dit tout le temps, bah oui, ok, d'accord, je vais être agité parce que c'est ce qu'on attend de moi en fait. Hein. Je vous renvoie à une petite citation d'un de vos collègues en 1967 qui nous explique en fait que dans les campagnes, c'est vrai que les jeunes ils sont bruyants parce qu'ils se déplacent à mobilette et on ne peut pas s'attendre de jeunes qui se déplacent à mobilette et qui sont bruyants, qui se concentrent en bibliothèque. C'est 1967. Et là, c'est pas accroché à l'écran et au numérique. On avait trouvé autre chose pour dire que c'était pas possible la concentration pour ces jeunes. Voilà. L'autre figure, c'est une jeunesse qui est fragile, dont il faut prendre soin, voilà, des jeunes qui sont décrits comme étant vulnérables face aux écrans, à la désinformation, aux risques psychiques ou autres. Voilà, donc il y a beaucoup de recherches qui montrent que les compétences, et j'y reviendrai, des jeunes par rapport aux écrans, par rapport au numérique, elles sont socialement situées, très hétérogènes et très largement sous-estimées. Certains jeunes sont très compétents et d'autres le sont beaucoup moins. Alors ils ne sont pas compétents surtout. Et c'est pas, la compétence numérique, elle n'est pas une question d'âge. Hein. J'y reviendrai peut-être un petit peu tout à l'heure. Mais ça dépend du milieu social dans lequel on est et du milieu éducatif dans lequel on baigne, évidemment. Là, vous avez des références sur là-dessus que je vous donne aussi, Dana Boyd, déjà, Sylvie Octobre. Je ne vous ai pas mis des références très, très récentes parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'on parle de ces questions-là et il y a des sociologues qui ont fait ça très bien. Donc, voilà. Je fais une toute petite parenthèse sur le risque de la désinformation. Les enquêtes montrent que ceux qui sont les plus désinformés, ceux qui sont le plus influencés par des bulles numériques dans les réseaux sociaux, ce n'est pas du tout les jeunes, c'est les gens de mon âge, 50 ans et plus, avec des sociabilités qui sont assez faibles, en fait, ce qu'on appelle en langage courant des vieux cons, voilà, qui sont en fait dans leur boucle et qui sont largement désinformés. Et les jeunes ayant plus de sociabilité,
des sociabilités plus larges, plus étendues, y compris avec leurs parents, sont moins sensibles à ces questions des informations. Voilà. Alors il y a des enquêtes aux États-Unis, il y a des enquêtes en France, en Europe, c'est largement documenté. Mais ça ne veut pas dire que certains ne le sont pas et qu'il ne faut pas travailler sur l'éducation à l'image et aux médias. Mais ça serait bien de le faire pour les plus âgés et pour les gens qui ont mon âge. La jeunesse, ça se constitue aussi en problème public, avec des actions publiques. Et donc, on révise les programmes scolaires, on s'inquiète du cannabis, on va légiférer sur les entrées d'immeubles, etc. Et ça, c'est un cadrage aussi dont vous héritez, et les parents aussi. Il faut qu'on ait des problèmes, des politiques publiques qui fabriquent des problèmes jeunes, voilà, des problèmes de délinquance, des problèmes d'écran, des problèmes de cyberharcèlement, et qui font planer cette question du risque aussi. Donc vous en êtes, et on en est tous les destinataires, parce qu'effectivement, la jeunesse est précieuse et on cherche à en prendre soin, et on n'en prend pas soin de la même façon que l'enfance, dont on se préoccupe beaucoup aussi. C'est intéressant de se dire que ça n'a pas toujours été le cas historiquement quand même. Il y a eu des moments où les enfants n'étaient pas aussi investis. Mais voilà. Le problème, tout bêtement aussi, mais vous lirez ça dans les références que je vous ai données, c'est qu'effectivement un enfant, il est socialisé, il est en relation exclusive avec ses parents, et puis quand on grandit, on s'autonomise. Et donc il y a une perte de contrôle et une perte de pouvoir, c'est ce qui est normal quand ça se passe bien. Le plus souvent, ça se passe bien quand même. Enfin, les jeunes se socialisent normalement, mais c'est une étape qui est cruciale, parce qu'effectivement, les relations sociales se recomposent autrement. Donc, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les variables d'âge et de génération, j'y reviendrai aussi, ne sont pas forcément explicatives des comportements culturels, malgré l'importance qu'on leur accorde. Il y a beaucoup de discours sur la place de la jeunesse et l'âge comme étant un facteur social qui différencie, mais ce n'est pas le cas. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment des phases de socialisation, le rapport à la famille, le rapport à l'école, le rapport à l'université, à l'emploi, etc., ça socialise plus ou moins. Et vous en avez parlé tout à l'heure, l'importance des sociabilités, qui sont effectivement très très fortes à cet âge-là. Et ça donne un sens un peu différent aux pratiques, et notamment aux pratiques numériques ou culturelles. Voilà, cette pratique numérique juvénile ne constitue pas une rupture fondamentale, mais il y a des recompositions qui se jouent dans le cadre des socialisations et des formes de sociabilité qui sont déjà existantes. En fait, la culture ne prend pas la même place aujourd'hui qu'elle prenait hier, pour tout un tas de raisons. Encore une fois, je pense qu'il faut tenir compte du fait qu'on est dans une société de plus en plus de services et on attend des jeunes plus uniquement qu'ils travaillent en usine, mais qui travaillent dans des environnements dans lesquels ils vont être en contact avec de l'écrit, pour dire les choses comme ça, et un certain nombre de compétences. Et donc, ça renforce vraiment les enjeux auxquels vous êtes confrontés, éducatifs, culturels, etc. Alors, et je vais replacer un peu ces grandes tendances-là, grandes tendances culturelles, en disant qu'il y a des transformations démographiques qui expliquent la place des jeunes et la place des jeunes dans vos institutions. Il y a des changements dans ce qu'on estime être légitime ou non de faire en matière éducative et culturelle. Et puis, il y a des transformations dans les rapports familiaux, amicaux de plus longue durée. J'ai changé mon image, normalement je mets un truc sur Titanic et nos deux héros Titanic, parce qu'ils sont à l'avant du Titanic. Alors, il y a une métaphore dans Titanic sur laquelle on coule, c'est pas du tout l'idée. C'est que c'est un gros cargo, et un cargo, il change pas de trajectoire comme ça. Et un gros navire, il met du temps à changer de trajectoire. Et la plupart des phénomènes qu'on analyse et que vous vivez socialement, c'est des phénomènes de longue durée, en fait. Donc la culture et l'organisation de nos sociétés, elle ne change pas en quelques décennies. Ça met parfois même des siècles à se recomposer. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Alors, la première chose, c'est le vieillissement de la population française, globale, vous le savez. Et c'est ce qui rend la question jeune encore un peu plus sensible chez nous. C'est qu'on parle de jeunes qui sont de plus en plus rares, et donc c'est une denrée précieuse. S'il y avait la moitié, comme en Algérie par exemple, la moitié de la population qui était jeune, vous auriez des jeunes en bibliothèque et vous ne poseriez pas la question de savoir comment les faire venir, où ils sont, etc. Ils sont de moins en moins nombreux et vous avez de plus en plus de gens vieux. Donc ça se voit et on veut des jeunes. Voilà, parce qu'on veut des jeunes parce que c'est important de former bien nos jeunes. Voilà. Donc c'est compliqué. Et encore une fois, ces dynamiques-là, elles sont importantes. La plupart des usages du numérique qu'on peut commenter, la plupart des usages culturels ne sont pas le fait des jeunes.
puisque quand on est sur le web, quand on parle même de jeux vidéo, le jeu vidéo, c'est pas un truc de jeune. Le jeu vidéo, c'est plus un truc de jeune depuis un moment. Voilà. Parce que la population a vieilli, elle a grandi avec le jeu vidéo, et le marché du jeu vidéo n'est pas tiré par les jeunes. Voilà. C'est même pas un marché. Donc vous avez en tête les geeks joueurs, jeunes, c'est pas la bonne image. Les geeks, ils ont plutôt 30, 40 ans, ceux qui passent leur soirée, leur nuit, au lieu d'être avec leurs femmes et leurs enfants sur l'ordinateur, c'est pas les jeunes. En France et en Occident, en tout cas. Donc il y a des écarts générationnels qui sont importants, mais qu'on ne mesure pas forcément. C'est ça aussi qui est compliqué quand on parle de jeunesse. Parfois on parle d'effets de génération, on pourra parler d'effets de génération d'aujourd'hui, dans 20 ou 30 ans, mais ces effets de génération, on ne les mesure pas encore par définition, puisqu'on ne sait pas si c'est de l'ordre de l'âge, d'autres effets, ou si c'est vraiment une cohorte de génération qui se joue. Voilà. Alors, ce qui domine dans les pratiques culturelles, c'est des gens de 40, 50 ans qui sont diplômés, qui sont largement surreprésentés parmi les visiteurs d'institutions, et pas tellement les jeunes, mais je l'ai dit. L'autre phénomène qu'il faut garder en tête, c'est la massification de l'enseignement supérieur. On a de plus en plus d'étudiants. Et c'est majeur depuis les années, vous le voyez, depuis les années 60. Alors beaucoup à l'université et un peu moins dans les filières sélectives. Mais il y a une demande de lecture qui augmente depuis les années 50 très fortement parce qu'on a besoin de gens formés à l'université. Alors on dit toujours voilà le niveau baisse, etc. Alors certaines formes très littéraires baissent, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on est dans une économie qui a besoin de gens formés et formés de manière minimale à la lecture et à l'écriture, ce qui n'était pas le cas dans les années 40 ou 50, pas aussi fort qu'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bibliothèques en France. Il y en a plus que dans les années 50 et on investit quand même pas mal. Et c'est bien de le garder en tête. Alors, globalement, le niveau monte depuis les années 60. C'est-à-dire que la part de la population française qui est formée de manière minimale à la lecture, l'écriture et avec des compétences quand même de lecture concentrées augmente, quoi qu'on en dise. Mais il y a de fortes disparités sociales. Il y a évidemment des jeunes qui échappent totalement à ça. Et c'est souvent de ces jeunes-là dont on parle. Voilà. Des jeunes qui sont exclus du système scolaire et universitaire. Et comme tout le monde quasiment accède à un diplôme d'enseignement supérieur aujourd'hui, ne pas être du tout formé, ça pose un certain nombre de questions. Par ailleurs, vous le savez aussi, être cultivé aujourd'hui, c'est pas tellement être cultivé en matière littéraire, c'est plus tellement ce qui est demandé, sauf quand vous êtes vraiment dans les classes supérieures. Typiquement, un polytechnicien, on lui demande d'être très bon en maths, en physique, en chimie, et aussi d'être très cultivé. Mais enfin, sinon, c'est surtout important d'être bon en maths. Voilà. Parce que les emplois que vous allez trouver, le salaire que vous allez dégager, il est lié à votre compétence scientifique. Voilà, ça joue sur des écarts. Et on forme moins les étudiants à des compétences qui sont liées strictement à la lecture. Il faut qu'ils sachent calculer, il faut qu'ils sachent programmer. Voilà. Donc là, vous avez plein de travaux qui sont là-dessus, mais je vous renvoie sur des collègues qui ont travaillé sur la noblesse scientifique, qui montrent comment, de la même façon qu'on a l'impression que lire, c'est une qualité en fait finalement d'intelligence et de sensibilité, et ils montrent de la même façon que le fait d'être bon en maths, c'est une production éminemment sociale en fait. Et on est doué en maths ou on ne l'est pas. Voilà. Bon, c'est aussi, à contrario, une production et quelque chose qui est le fait de certains milieux sociaux. Alors, ce qui nous concerne un petit peu plus sur la culture, l'éclectisme culturel. Aujourd'hui, être cultivé, c'est pas ce que disait Bourdieu, nos goûts sont nos dégoûts, c'est-à-dire on va aimer certaines œuvres et on disqualifier d'autres. Aujourd'hui, ce qui est plutôt marquant, c'est le fait que être cultivé, c'est fréquenter des registres très différents culturellement. La musique, le numérique, le jeu vidéo, le film, voilà. Et au sein de ces pratiques culturelles différentes, être capable de valoriser des formes culturelles différentes. C'est des gens qui peut-être que vous en faites partie, mais c'est des gens qui agacent un petit peu quand même parce ils connaissent tout sur la musique, ils connaissent tout sur le cinéma, ils connaissent tout même sur le jeu vidéo, et on se dit on va les avoir sur la série télévisée, on va pouvoir briller un peu. Eh ben non, parce qu'ils connaissent aussi les séries télévisées, et ils ont aussi un mot à dire sur les séries télévisées. C'est un constat depuis les années 60, mais qui se renforce. Avec des classes populaires aussi, qui sont de plus en plus omnivores, pour reprendre le terme de Michel de Certeau, mais avec parfois, là encore, des inégalités, c'est-à-dire certains qui sont plus éclectiques que d'autres, qui ont des curiosités plus ouvertes que d'autres, et d'autres qui ont des champs plus restreints. Vous savez ça, et c'est un peu votre
maintenant, vos enjeux en bibliothèque, c'est de faire élargir le spectre des curiosités pour éviter que quelqu'un ne s'intéresse qu'aux romans policiers. Voilà. Et à ce titre-là, c'est bon de souligner que les jeunes ne sont pas les pires. Encore une fois, les jeunes ne sont pas les pires. Ils ont plutôt des curiosités assez ouvertes qui ont tendance à se restreindre. Et encore une fois, quand on a 50 ans et qu'on est un homme, souvent, on lit tout le temps la même chose, on va voir tout le temps les mêmes films, on écoute tout le temps la même musique, sauf si on a une femme qui prend soin de nous, de nos sociabilités, et qui nous amène au cinéma, qui nous amène au théâtre, qui nous amène à la bibliothèque. C'est pas de moi, hein, mais c'est des études qui montrent ça, encore une fois, mais je suis content de voir que vous le vivez aussi. Alors, c'est lié quand même à des formes de socialisation, la famille, l'école, le lycée, l'université, tout ça, ça nous aide à être des individus différents. Et à chaque fois qu'on va traverser une de ces institutions, on va se doter de qualités un petit peu diverses, évidemment. Donc, c'est aussi quelque chose que connaissent bien les sociologues, mais il y a des conflits de légitimité entre institutions, entre la famille et l'école, entre la famille et le travail, la famille et l'université, ou pas. Et quand tout va bien, votre famille vous prépare bien à ce que vous allez rencontrer à l'école, à l'université, dans le milieu du travail, qu'il s'agisse d'être ingénieur ou qu'il s'agisse d'être étudiant en langue ou en lettres, hein. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent évidemment dans les familles, et c'est pour ça que les institutions culturelles ont été créées, pour essayer de ne pas reproduire les inégalités qu'on retrouve dans les familles. Mais c'est compliqué, on y reviendra, parce que on a une forme de désinstitutionnalisation, c'est-à-dire qu'accéder à la culture, ça passe de moins en moins par des institutions et de moins en moins par déjà le collège, le lycée, qui est plutôt un repoussoir pour certains, et c'est moins évident aussi pour les médiateurs que vous êtes, et d'autant plus qu'on est de plus en plus individualisé. On a des trajectoires qui sont de plus en plus complexes en fait, et c'est en fonction de nos rencontres, en fonction de nos parcours, on recompose beaucoup ça. Ça, c'est des phénomènes qu'on mesure bien aussi en sociologie. Pour dire les choses clairement, il y a moins de classe sociale au sens où en parlait Bourdieu, classe populaire, j'ai utilisé le terme de classe populaire, classe moyenne, classe supérieure. Ça marche moins bien aujourd'hui parce qu'on a des trajectoires qui sont beaucoup plus individualisées. Voilà. Vous trouvez ça chez Sylvie Octobre, Christine Détré ou Pierre Merclé, par exemple, qui ont suivi des cohortes de jeunes et qui ont montré comment le milieu social, c'est quelque chose qui structure plus les pratiques que l'âge. Et ça, c'est important à comprendre. Souvent, il y a moins de différence entre un jeune et quelqu'un et son parent ou un adulte du même milieu social qu'entre deux jeunes de milieux sociaux différents. Et ça saute pas aux yeux, mais pourtant, on mesure très fortement ces écarts. Voilà. Donc, l'homogénéité, elle se fait plutôt au sein des milieux sociaux qu'en termes des générations, en termes de pratiques, d'intérêt, de goût. Alors, par contre, effectivement, ce qui joue beaucoup dans l'expérience culturelle, ce sont les sociabilités. Donc, le fait de ne pas là passer par des institutions, mais le fait de mettre en scène et de faire circuler la culture dans un schéma de relation et d'interaction qu'on a au quotidien. Et, euh, c'est comme ça que les contenus culturels influencent les adolescents et les jeunes notamment. Les jeunes ont beaucoup plus de sociabilité que les autres parce qu'ils quittent la famille. Ils ont plein d'occasions de changer de réseau d'amitié entre le collège, le lycée, l'université. Voilà, donc ça se cumule pour les meilleurs d'entre eux, pour ceux qui ont le plus de chance. En tout cas, ça se recompose. Et c'est différent entre les sociabilités fortes, hein, les amitiés ou les amours, et puis les sociabilités plus faibles, les bandes de potes. Et c'est ce qui fait une grosse différence que vous observez aussi entre les filles et les garçons. Les filles sont plutôt orientées, influencées par leur meilleur ami. Voilà. Et les garçons, ils n'ont pas vraiment un meilleur ami, ils ont plutôt une bande de potes. Et c'est des phénomènes qui sont plutôt de l'ordre du lien faible. Et donc ça a une influence. Dominique Pasquier-Ancorel a étudié l'Internet des familles modestes et donc les logiques de sociabilité des jeunes dans ces familles modestes. Mais avant, elle avait étudié Hélène et les garçons et elle avait montré comment Hélène et les garçons, c'est quelque chose qui permettait de discuter d'amour en fait avec sa meilleure amie, que c'était pas la même chose selon les milieux sociaux, mais que oui, c'était nul comme série, mais que c'était super parce que ça permettait de parler d'amour. Et c'est encore le cas avec des phénomènes comme les séries que vous connaissez qui ont pris la place d'Hélène et les garçons ou la New Romance ou des choses comme ça.
Alors, il y a des pressions conformistes sur le genre et les origines sociales, c'est qu'effectivement, on est influencé et ce qu'on veut avant tout, c'est s'intégrer. Et notamment, c'est vrai pour les garçons qui ont une pression conformiste qui est plus importante que pour les filles, parce qu'on peut rediscuter des choses avec sa meilleure amie. Et donc ça, c'est variable aussi selon les origines sociales. Voilà, les pères jouent un rôle central dans les choix culturels et c'est compliqué d'intervenir en tant que médiateur culturel, en tant qu'enseignant, parce que c'est pas le moment. C'est pas le moment. Là, c'est des amis qui comptent. Voilà. Et donc, mais ce qui est quand même intéressant et qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'influence médiatique stricte. On se dit pas, c'est pas les médias qui vont influencer, c'est vraiment la façon qu'on va avoir d'en discuter avec ses proches. Voilà. Alors, voilà, en fonction des modèles familiaux aussi, on peut discuter de culture avec ses parents ou on ne peut pas en discuter. Bon, c'est aussi des modèles relationnels qui existent, qui peuvent être étudiés et qui ne sont pas les mêmes selon les milieux sociaux. J'avance vite fait parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Ce dont vous parlez aussi souvent quand vous parlez d'écran, c'est des réseaux sociaux ou d'Internet, etc. Et Internet, ça brouille un peu la circulation entre savoir amateur et savoir professionnel, savoir expert. Et vous êtes un peu challengé par le fait qu'aujourd'hui, on trouve sur Internet et sur les réseaux sociaux beaucoup d'expertise en fait, en matière culturelle, que ce soit Babelio, que ce soit les booktubers, ce que vous voulez. Et ça brouille un peu des formes de légitimité. Et on a des fois ce qu'on appelle des pro-amateurs, des pro-âmes, donc des gens qui deviennent très très bons sans être pour autant des professionnels et qui, comme ne sont pas des professionnels, ont plus de légitimité, a priori, parce qu'ils paraissent accessibles, plus accessibles que d'autres. Et ça brouille un peu votre message et ça brouille un peu la façon dont vous pouvez vous positionner par rapport à des publics qui sont sensibles à ce que vont dire les autres, en fait, de l'expérience culturelle. Voilà, donc là encore, j'y reviendrai tout à l'heure rapidement, mais il y a une baisse de la lecture, mais ce n'est pas un choc générationnel, c'est vraiment une série de recompositions dont je vous ai parlé un petit peu avant. Et effectivement, les sociabilités ne sont pas tout à fait les mêmes aujourd'hui qu'avant. Donc le deuxième bilan, c'est que ce n'est pas forcément des effets d'âge ou de génération, mais plutôt des mutations culturelles qui sont assez complexes. Et on n'a pas beaucoup de recul historique pour qualifier les effets propres de cette génération-là. Si ce n'est que voilà, quand on parle de culture jeune, on va brouiller un peu le message, parce qu'encore une fois, c'est éminemment social. Je vous ai dit que la plupart des jeunes accédaient à l'enseignement supérieur. Le fait d'avoir des amis à l'université, ça redistribue les cartes en fait, des sociabilités. Ou pas. Et c'est ça aussi qui est important et dont vous héritez. Ou pas. Et on a de plus en plus d'écoles, de collèges qui ne sont pas mixtes socialement, et donc la probabilité qu'on se fasse des amis qui ne soient pas du même milieu social que nous diminue un peu. Et c'est vrai aussi à l'université, et c'est vrai aussi dans les écoles de commerce, puisqu'en France, on est le seul pays où on a fait des systèmes où on va sortir les meilleurs de l'université. On ne peut même pas les rencontrer, parce qu'ils sont à Sciences Po, ils sont dans des écoles d'ingénieurs ailleurs que sur les campus. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on note, mais pas que en tant que sociologue sur la culture, mais quand même les écarts augmentent très fortement parce qu'on a de plus en plus des logiques de ségrégation sociale qui sont très très fortes en fait, par le haut et par le bas. Donc les élites vivent entre elles et puis ceux qui sont les plus loin de la culture vivent aussi entre eux, malheureusement, avec peu d'opportunités de se rencontrer. Voilà. Alors, je fais rapidement un petit éclairage sur la lecture, juste pour vous dire que ce qu'on observe sur la lecture, sont des phénomènes qui, là encore, sont complexes. J'imagine que vous avez lu peut-être la dernière enquête du CNL qui est assez alarmiste, qui montre que... qui est alarmiste, qui nous dit quand même que 84% des jeunes ont quand même lu un livre, que 70% ont même lu un livre avec plaisir, mais ces chiffres ne cessent de diminuer dans la mesure du CNL. Et donc il y a une érosion progressive pour les plus jeunes, avec des filles qui restent plus lectrices que les garçons, etc. Et là encore, on a des écarts sociaux qui sont très marqués entre les cadres, les ouvriers, les agriculteurs, etc. Cette tendance-là, elle n'est pas nouvelle. Ça fait
plus de 50 ans que la proportion de forts lecteurs diminue et que la proportion de faibles lecteurs augmente. Donc ce n'est pas lié au numérique, ce n'est pas lié strictement aux écrans. C'est un phénomène de longue durée qui est lié à tout ce que je vous expliquais avant, hein, c'est-à-dire qu'on a moins besoin de lire beaucoup. Et être cultivé, ça produit moins de profit, de légitimité, ça nous dote moins d'avantages compétitifs sur le marché du travail qu'auparavant. Et c'est ça qu'on mesure avant tout. Et c'est compliqué, ces écarts entre forts et faibles lecteurs. Mais ce qu'il faut, encore une fois, dire, c'est que cette érosion ne concerne pas que les jeunes. Voilà. Et statistiquement, en termes massifs, les jeunes ne devraient pas être votre cible principale. Encore une fois, ici, on est à Pardieu, quartier d'affaires. Beaucoup de gens ne lisent pas dans ce quartier, mais beaucoup. Et je pense qu'il y a un enjeu très très fort à les faire lire, peut-être plus que les jeunes. Voilà. Bon, c'est ça qu'on mesure. Je vais vite là-dessus, mais petite chose aussi, le temps de lecture, il a diminué, voilà, très fortement, hein, ces derniers temps. Mais c'est lié aussi à quelque chose qui devrait nous rassurer, c'est que le temps d'écran aussi a diminué, au profit de pratiques d'activités manuelles et sportives. Vous devez voir ces jeunes qui font du tricot de plus en plus. Voilà. Alors c'est aussi un phénomène. Donc ça, c'est des choses qu'on sait depuis un moment, hein, mais la lecture, elle n'est pas concurrencée directement par les écrans, elle est surtout concurrencée par d'autres pratiques qui sont des pratiques de sociabilité. On sort beaucoup avec ces jeunes, etc. Et comme les modèles familiaux ont changé, c'est plus facile de sortir avec ses amis aujourd'hui qu'hier. Et si vous, comme moi, vous promenez en ville, vous savez qu'en ville, ce qu'on fait beaucoup, c'est boire des cafés, boire des coups, aller au restaurant de plus en plus. Les jeunes font la même chose, donc ils font beaucoup ça. Et ils passent moins de temps à lire. Et ils passent aussi un peu moins de temps sur les écrans. Bon. Voilà, donc c'est compliqué, vous lirez les travaux là-dessus, mais il y a une recomposition des pratiques culturelles dans leur ensemble, et des pratiques de loisirs, et pas uniquement un effondrement de la lecture. Et c'est lié à tout un tas de phénomènes qui ne sont pas forcément liés à l'âge. Voilà, je vous laisserai lire les enquêtes d'Elf sur l'exposition aux écrans qui montrent qu'il y a des inégalités très fortes entre les milieux sociaux. Voilà. Les jeunes sont toujours attachés à la lecture et de façon très différente. Et c'est lié beaucoup à leur socialisation familiale et au fait que leurs amis lisent ou pas de la BD, de la New Romance, etc. Donc ces questions-là évoluent évidemment, hein, il y a des formes différentes, mais c'est à la fois, ça reste un plaisir qui est individuel et collectif. Et le marché du livre, comme vous le savez, s'est beaucoup diversifié, donc essaye de multiplier les raisons de lire de manière sociable. Voilà. Je passe rapidement sur le fait pour vous dire que les modes de lecture numérique ne changent pas les logiques de lecture. Voilà, il y a plutôt une logique de cumul que de transformation pire, enfin, transformation d'un côté ou de l'autre. Et voilà, les modes de participation, je vous l'ai dit aussi, évoluent et largement, ce qu'on observe, c'est la désinstitutionnalisation. On parle de plus en plus de culture avec nos pairs plutôt qu'avec des prescriptions directes. Voilà. C'est vrai à l'école, c'est vrai en bibliothèque. On aime moins se faire conseiller directement par quelqu'un qui a l'autorité pour le faire. Voilà. Mais ça, c'est pas propre aux jeunes, encore une fois. Ça fait un moment que c'est commencé. Voilà. Bon, il y a plein de choses à dire, mais les jeunes sont toujours attachés très très fort aux formes de lecture concentrée. Je vais peut-être m'arrêter à ça, mais vous êtes aussi ici, vous devez le voir. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent en bibliothèque pour travailler, parfois sans lire, mais ce qu'ils veulent, ce qu'ils recherchent et qu'ils nous disent à corps et à cri, c'est qu'ils veulent être dans le calme. Et c'est un peu intéressant parce que les bibliothèques multiplient les activités, et alors que les jeunes sont là pour pas avoir d'activité. Ils veulent être tranquilles. En fait. Et c'est une valeur très très forte des bibliothèques qu'on n'a pas toujours en tête et contre lesquelles vous êtes un peu dressé par moment, alors qu'elle vous est demandée très très fortement par ces jeunes, pas que par les jeunes, les femmes aussi qui ont besoin de décompresser entre midi et deux. Voilà, il y a plein de publics qui recherchent cette valeur de concentration et c'est compliqué de se concentrer, c'est compliqué pour les jeunes, c'est compliqué aussi pour les plus âgés. Il y a des travaux, je pense que je vous les ai mis après, sur les formes de concentration au travail. On a une dispersion de l'attention qui est très forte, vous en avez parlé aussi un peu. Et c'est aussi une des fonctions des bibliothèques de proposer une socialisation au calme, en fait, dans un monde qui est de moins en moins calme.
avec tout un tas de notifications. Je finirai juste là-dessus pour dire que voilà, les jeunes, c'est pas un bloc homogène, c'est pas vraiment une génération numérique radicalement nouvelle. Nos jeunes continuent à lire, ils continuent à s'informer et à naviguer dans des univers qui sont complexes. Et pour comprendre ces pratiques, il faut s'intéresser effectivement à ces logiques de socialisation, à ces inégalités sociales qui sont de plus en plus fortes. On est bientôt dans les élections municipales. Je pense que ce serait bien qu'on parle de culture, et vous avez vu que c'est pas ce qu'on va faire. On va parler tout un tas de choses, d'économie, d'insécurité. On ne va pas parler d'éducation et de culture alors que les enjeux sont colossaux, parce que, encore une fois, les inégalités sont très grandes. Et il faut s'intéresser aux formes de sociabilité aussi et regarder qui est entouré ou pas. Alors, de qui on est entouré, mais des jeunes, à ce titre-là, encore une fois, ne sont pas les pires. Ils baignent dans la musique, dans le cinéma, dans les images, dans le jeu vidéo. C'est pas ceux qui ont le moins de pratiques culturelles. Et parfois, ça décline. Et ceux qui déclinent sont aussi parfois les parents ou des gens qui peuvent influencer, qui peuvent être des modèles. Et c'est bien aussi de se le dire. Voilà, encore une fois, je vais faire mon couplet sur le quartier d'affaires, mais si il s'était évident que les hommes d'affaires étaient des gens très cultivés, qui adorent lire et qui adorent le cinéma et tout ça, peut-être qu'ils serviraient davantage de modèles que ce qu'ils ne font, en lisant pas et en n'ayant pas du tout de discours sur la culture. Voilà. Ou en tout cas moins de discours sur la culture que dans les années 50, quand on était ingénieur à Grenoble, parce que je suis à Grenoble. Évidemment, on avait un propos sur la culture. C'était évident. On formait des ingénieurs en leur parlant de culture. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Et ils sont en dehors de votre cible. Voilà. Ils ne sont pas jeunes.